Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur la fiabilité et la validité des mesures avec des outils psychométriques. Alors nous, notre métier, c'est de produire des instruments, des outils d'évaluation qui vont être utilisés par des professionnels pour évaluer des comportements humains ou plus largement des processus psychiques ou des processus cognitifs. Alors, on se pose la question, nous, de publier des outils extrêmement fiables et on met des années avant de publier un outil. On a des versions pilotes, des expérimentations, puis on récolte des données, on est capable de revoir notre copie, voire même d'enterrer un projet si les données ne sont pas satisfaisantes ou de compléter le recueil s'il y a le moindre doute. Quand on publie quelque chose, on est sûr qu'il est extrêmement fiable et qu'il correspond à notre ligne éditoriale qui est evidence-based, c'est-à-dire fondée sur des preuves scientifiques. Mais on essaie également de proposer des contenus, des indicateurs qui permettent de voir si la mesure que vous avez effectuée sur ce sujet-là, précisément, elle est à questionner du point de vue de sa validité ou elle est plutôt satisfaisante sur ces aspects-là. Alors on a plein de stratégies, plein de contenus qui permettent d'éclairer ces enjeux et je vais vous faire le tour de quelques rapports d'évaluation pour voir ces différentes stratégies. Alors, on a ici, pour commencer, un inventaire de personnalité en contexte professionnel. Alors, c'est plus qu'un inventaire de personnalité, ça met en jeu aussi les motivations, en plus des Big Five de la personnalité. Donc, on se retrouve avec pas mal d'échelles réparties autour de 4 pôles: sources de motivation, comportement professionnel, compétences sociales, ressources psychologiques. Donc, l'idée, c'est recrutement, mobilité, etc., de pouvoir regarder un peu ces enjeux-là. Mais vous voyez une échelle en plus qui s'appelle désirabilité sociale. Donc, c'est une échelle qu'on a ajouté pour voir si la personne a eu une tendance à se présenter sous un jour favorable. Donc, il y a eu une tendance, en comparaison avec l'échantillon normatif, de se présenter sous un jour beaucoup plus favorable. Pour vous donner, je vais vous donner peut-être des éléments un peu plus exhaustifs quant au périmètre de cette dimension. Donc, tendance à se présenter sous un jour favorable ou illusion de la personne sur elle-même ou réel reflet de ses comportements socialement désirables. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, alors je ne vous donnerai pas la construction de cette échelle pour la garder confidentielle, mais quand on est dans des situations à fort enjeu, comme un recrutement, eh bien, il va y avoir cette tendance-là, c'est naturel, à se présenter sous un jour favorable, et on va avoir dans quelle mesure cette tendance-là a été disproportionnée chez un candidat, par exemple, lors de son évaluation. Alors, pour être plus précis, la désirabilité sociale recouvre 2 aspects. Il y en a un qu'on appelle l'hétéro du prix, c'est-à-dire la personne a intentionnellement voulu se présenter sous un jour très favorable. Ça, c'est facilement repérable. Ce qui est un peu plus difficile, c'est ce qu'on appelle l'auto du prix, quelqu'un qui a tendance à se mentir à lui-même avant tout et donc de manière plus corollaire, on va dire, à, entre guillemets, déformer la réalité, que ce soit en interview ou face à un outil d'évaluation. Donc, on a première stratégie, c'est on crée une échelle pour regarder ce qui a pu fausser la validité et on regarde un petit peu, elle est scorée comme les autres et on regarde où se situe la personne face à l'échantillon normatif. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième, je vais vous la montrer avec ce qu'on appelle le BB5. BB5, c'est un outil d'évaluation de la personnalité, un inventaire de personnalité pour adolescents de 12-20 ans exactement. Et donc, on va retrouver quoi? On va retrouver nos 5 dimensions du modèle des Big Five: stabilité émotionnelle, extraversion, ouverture, agréabilité, caractère consciencieux. Mais dans la table des résultats, pareil, on va ajouter plusieurs dimensions. Alors, on a appelé ça modalité de réponse. C'est quelque chose qui est assez connu dans la littérature scientifique sur les inventaires. Donc, les inventaires, c'est quoi? C'est on propose un contenu, un item, ça peut être une phrase, en l'occurrence, ce sont des mots ou des adjectifs pour ce test. Et ensuite, on proposait une échelle de réponse en plusieurs points. Alors, celle-ci, je crois, est en 5 points. On va essayer de repérer le degré d'adhésion du sujet évalué face à la phrase ou au mot qui lui est proposé. Donc, ça va de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord, avec une réponse plus neutre au milieu, et puis voilà, il peut comme ça avoir une graduation pour manifester sa plus ou moins grande adhésion à la phrase qui lui est proposée. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a certains profils qui vont, quand on les met face à ce dispositif-là, avoir tendance à dire oui à tout, indépendamment de leur réel positionnement face au contenu, à la substance de ce qui leur est proposé, ou des gens qui vont avoir une stratégie de neutralité, de répondre un peu la réponse médiane partout, ou une tendance à la négation, ou une réticence à l'accord, on peut appeler ça aussi. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est on a statistiquement regardé dans l'échantillon pour pouvoir mettre des alertes
quand on se situe dans les franges les plus extrêmes sur chacun de ces 3 indicateurs. Si le sujet que vous avez évalué a eu un comportement vraiment atypique du point de vue de son positionnement face à l'échelle de réponse, on va vous mettre des alertes en disant bon, peut-être que par hasard il a souvent acquiescé parce que sur le fond il était en adhésion, mais il y a quand même un gros doute sur la validité des réponses, hein, notamment parce que on propose souvent des items inverses pour pouvoir sur le fond se positionner de la même manière, mais il faut se situer de l'autre côté de l'échelle. Donc il y a cette deuxième stratégie qu'on appelle les biais de réponse. On va retrouver ça aussi sur la version pour les adultes plus costaud, le Neo Pi 3, qui propose non seulement les grandes dimensions, mais aussi pas mal de facettes. Et vous voyez, on a aussi ces tendances à l'acquiescement, réticence à l'accord, avec des gros warnings potentiellement qui peuvent apparaître selon le cas. Alors, la brief. La brief, c'est un inventaire d'évaluation comportementale des fonctions exécutives chez l'adulte. Et là, ici, c'est une autre stratégie. On va, en fait, en plus de soumettre ce questionnaire aux patients, puisqu'on est dans le champ de la neuropsychologie là, on va aussi le proposer à un de ses proches. Il y a une forme qui existe aussi, qu'on appelle hétéroévaluation, où on va poser des questions concernant le patient, mais à son frère, son conjoint, etc. Et on va pouvoir, comme ça, on va pouvoir évaluer plein d'autres choses, en fait, parce qu'il y a certains troubles neuro qui provoquent ce qu'on appelle une nanosognosie, c'est-à-dire une tendance à ne pas reconnaître ses propres troubles, qui peut affecter des fois ces mesures. Et donc l'hétéroévaluation permet aussi de croiser les informations à ce niveau-là, mais permet aussi de renforcer la fiabilité d'une mesure quand on se retrouve avec quelque chose d'assez homogène entre l'auto et l'hétéroévaluation. Ça, c'est une autre manière de procéder. Et je vais vous montrer aussi sur la brief. Alors, je vais prendre une autre brief. Je vais prendre la brief H scolaire, où on va avoir, là des échelles aussi dédiées qu'on appelle les échelles de négativité et d'incohérence. L'échelle de négativité, c'est on va prendre quelques items pour lesquels, franchement, il est rarissime d'avoir des réponses qui sont négatives, par exemple. Et donc, on va avoir une série d'items comme ça où vraiment, soit l'enfant a des troubles extrêmement graves, soit on va mettre en doute ou en question la validité de la mesure. Et l'échelle d'incohérence, c'est une stratégie qui est pas mal aussi. En gros, il y a 2 items similaires, mais formulés un peu différemment. Et on regarde un petit peu la consistance des réponses au travers de l'addition des valeurs absolues des différences de ces paires d'items. Donc vous voyez, il y a 2 items qui correspondent à peu près à la même évaluation. On regarde s'il y a une différence entre les réponses de ce même parent au même moment. Et on fait la somme de ces différences entre chacun de ces paires d'items. Et puis pareil, quand on se retrouve dans les 5 ou les 2% les plus élevés en termes de score d'incohérence, eh bien on va dire, ah là c'est extrêmement limite quant à la validité, ou là c'est carrément invalide, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas été assez consistant. Il y a même des étapes intermédiaires où on va dire au clinicien, eh bien si la personne en face arrive à justifier son inconsistance, à mettre des mots et du sens sur ces différences d'appréciation, on va pouvoir accepter le profil alors qu'il va être invalidé le cas contraire. Donc, vous voyez, il y a des protocoles comme ça liés à la validité qui sont proposés, basés sur des mesures, et même des fois on implémente ces dimensions ad hoc pour avoir des informations plus précises. Enfin, je vais prendre un exemple un peu singulier avec le D2R, qui est un test d'attention concentrée, mais pour en retirer quelque chose de plus général sur les outils psychométriques. Donc le D2R, c'est un outil qui permet de regarder les capacités de concentration. On fait défiler plein de caractères sur des écrans, et ce qu'on demande à la personne, c'est de cocher ce qu'on appelle les caractères cibles. Donc les caractères cibles, ce sont en gros des dés avec 2 petits traits, des traits qui peuvent être positionnés en dessus, en dessous, ou en dessus et en dessous du dé. Et puis il y a ce qu'on appelle des distracteurs, donc soit des dés mais qui ne sont pas accompagnés des 2 traits, qui sont accompagnés de 0, 1 ou 3 ou 4 traits, soit des P avec 2 traits. Donc,
On regarde un petit peu si les capacités de concentration, le rythme de traitement, l'exactitude de traitement du sujet. Et puis, quand on va un petit peu plus en profondeur, là on a des tableaux un peu plus exhaustifs des résultats, on regarde quand il a fait des erreurs, ces erreurs étaient de quelle nature? Alors ça peut être des erreurs d'omission, il a oublié un caractère cible, il y a un D avec 2 traits, ben, il est passé à côté. Il y a des erreurs de confusion. Il a coché un caractère qui était d'un distracteur, un D avec 3 traits par exemple, et dans ces erreurs-là, il y a des fois des erreurs de lettres. C'est la personne qui a coché un P avec 2 traits à la place du D. Et quand on analyse beaucoup de données sur ce test, on se rend compte que des gens qui ont des capacités très dégradées de concentration, et notamment sur l'exactitude, c'est jamais des confusions de lettres. C'est des confusions de nombre de traits associés au D. Et donc quand vous avez un chiffre un peu élevé, 2, 3, 4 erreurs de lettres, eh bien en fait, c'est probablement le signe que quelqu'un a simulé une performance plus faible que ce qu'il était capable de proposer. Et donc, ce que je veux dire, au-delà de ce micro-détail à l'intérieur d'une échelle dans un test d'attention, c'est quand vous faites l'acquisition d'un test, vous devez avoir un manuel qui traite de manière exhaustive tous les aspects purement psychométriques, statistiques, mais également pour chaque dimension qui doit donner du détail sur les différents comportements qu'un sujet peut avoir face à l'échelle de réponse, face à tel stimulus, etc. Et peut-être que certaines informations, quand vous allez avoir une lecture un peu scrupuleuse et attentive du manuel, vont vous servir 6 mois, 1 an, 2 ans après. Vous allez tomber sur ce cas qui n'est pas quelque chose qui était suffisamment fréquent pour constituer une information sur le rapport, comme ce que j'évoque ici avec les erreurs de lettres sur les distracteurs du test d'attention, mais qui va d'un coup, hop, vous déclencher un warning interne et vous allez pouvoir comme ça recouper avec ces données pour questionner la validité de la mesure que vous avez effectuée. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, vous voyez qu'il y a plein de stratégies possibles pour encadrer, réduire la fenêtre de risque d'un défaut de validité d'une mesure. Je vous avais déjà proposé une capsule sur les intervalles de confiance et la plus ou moins grande exactitude des scores QI, score T, score percentile qu'on peut avoir après une évaluation psychométrique. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets concernant les tests en général ou sur des aspects de validité en particulier. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt sur les réseaux Greffe.